Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Si la France traverse une crise politique, que dire de la démocratie américaine et l'inquiétante prestation hier soir à Atlanta de Joe Biden lors du premier face-à-face de la campagne électorale qui l'opposait à Donald Trump. Les Américains ont vu ce qu'ils savent déjà, un vieux monsieur perdu dans ses notes, confus dans ses explications, à la recherche de ses mots, mais aussi de son équilibre quand il se déplaçait. Il ne s'agit plus de juger une politique ou d'entendre des arguments. Le débat Trump-Biden a tourné autour de sujets immigration, inflation, avec quelques noms d'oiseaux envoyés de part et d'autre. Mais l'essentiel n'est pas là. On reste sidéré que Biden soit à la tête de la première puissance du monde alors qu'il apparaît si diminué, si fatigué, si empêché, en un mot, pour gouverner l'Amérique. À la fin du débat, tous les observateurs ont noté combien les inquiétudes des caciques du Parti démocrate se muaient peu à peu en affolement ou en consternation, voire en panique. Je ne sais pas si Joe Biden ira jusqu'au bout de l'élection en novembre prochain. Je devine en revanche qu'il soit impossible qu'il puisse rester à la Maison-Blanche encore 4 années supplémentaires, tant son état général paraissait hier soir incompatible avec l'exercice du pouvoir. Eugénie Bastier est avec nous, Frédéric Michaud est resté. Je vous remercie grandement d'Opinionway parce que vous allez pouvoir expliquer de nouveau ces résultats, alors que la dernière fois, les sondages avaient été plutôt globalement avait visé juste. Georges Fenech est avec nous, que vous connaissez. André Valigny est là également et Joachim Le Floch-Imad. Je vous propose d'écouter tout d'abord Emmanuel Macron qui était à Bruxelles ces dernières heures et qui a réagi. Il a dénoncé dans la nuit de jeudi et vendredi l'arrogance du Rassemblement national qui, selon lui, s'est déjà réparti tous les postes. On va écouter le président de la République, mais au-delà de ce qu'il dit, peut-être ce qui vous frappera, c'est la manière dont il le dit et le visage qu'il peut avoir. Écoutons le président de la République. Tout le débat aujourd'hui fait comme s'ils étaient déjà dans la place. Au fond, il ne faudrait pas aller voter. Après m'avoir reproché pendant 15 jours d'avoir demandé souverainement aux Français d'aller voter, maintenant il ne faudrait plus aller voter. Tous les postes sont déjà répartis. Ils sont déjà là dans la place. La question maintenant est celle des modalités. Mais les Français n'ont pas choisi. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? Qui sont-ils? De quelle culture politique parle-t-on? Enfin. Donc je pense qu'il faut respecter les Français qui auront à s'exprimer, c'est ce que j'ai souhaité. Mais respecter les Français, c'est pas de faire de politique fiction sur leur dos. C'est pas si bizarre, hein. Comment? Ils font ce qu'ils veulent. Surtout, elle a été interrogée sur... Vous avez une tradition, notamment au Rassemblement national, d'un shadow cabinet. Il préconstitue des ministères, ça existe même à l'UMP, je me souviens, on le faisait aussi, je pense que chez les socialistes aussi. C'est leur problème, c'est un parti politique autonome, indépendant, qui décide de ce qu'il fera s'il arrive au pouvoir. Et cette réaction du président de la République, elle est tout à fait stupéfiante. Il n'a pas à se mêler de ça. C'est pas tellement le fond qui compte, là c'est la forme. Je pense que Pascal Praud voulait qu'on parle plutôt de la forme. Il semble vraiment avoir perdu le contrôle de la situation et depuis 15 jours, enfin depuis la... Moi, je suis très frappé de son visage, mais c'est toujours subjectif. Je suis très frappé de ses yeux dans cet extrait, pour tout vous dire. Moi, je suis très frappé de la manière dont il s'exprime. Je suis très frappé de voir les yeux qu'il a, etc. Il est fébrile, totalement fébrile. Pascal. Et que je n'avais rarement vu le président de la République dans cet état-là, me semble-t-il. Il y a une panique. Non, mais on ne peut pas reprocher en même temps au Rassemblement national de ne pas être prêt pour le pouvoir, d'être incompétent, et leur reprocher en même temps de se préparer à l'idée d'une cohabitation. Il me semble d'ailleurs que Marine Le Pen répondait à une question d'un journaliste qui lui demandait, en cas de cohabitation, la cohabitation qui se profile, etc. On ne peut pas lui reprocher d'envisager cette hypothèse, il me semble. Après, on peut discuter effectivement de sa phrase sur le président, le chef des armées est un rôle honorifique. Ça, évidemment, il y a complètement débat là-dessus. Mais le fait qu'elle se prépare à la cohabitation, il me semble que c'est plutôt pour rassurer que pour inquiéter qu'elle fait ça. Bon, il a également réagi aux propos de Roger Chudeau. Alors, les gens ont dû découvrir qui est Roger Chudeau. Oui. Bon, Roger Chudeau est donc quelqu'un qui vient du DLR, Oui. qui est un inspecteur d'académie plutôt de haut niveau. Il a été inspecteur général de l'éducation nationale et il a été surtout directeur de l'encadrement de l'éducation nationale. C'est-à-dire c'est la personne qui gère tous les cadres de l'éducation nationale dans le ministère. Donc c'est quelqu'un qui est censé jouir d'une aura en interne et qui est très respecté. C'est un fonctionnaire qui a dédié sa vie à l'institution. Et c'est lui qui a fait le programme de l'école. Ses propos sont en effet glaçants. Bon, alors, il a joué, alors pardonnez-moi, ce que je vais dire est très trivial, mais il a joué l'imbécile de service.
Et il est désavoué dans la minute par Marine Le Pen. Et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant parce qu'il met, si vous voulez, un suicide du programme de l'éducation nationale de Marine Le Pen, il s'y prendrait pas autrement. Donc on est parfois toujours surpris qu'à ce niveau qui est le sien, de dire de telles bêtises, pour tout vous dire. Alors on va, non pas écouter, mais voir précisément ce qu'il a dit. Je ne sais pas si on peut l'écouter d'ailleurs ou le voir. Avant d'écouter évidemment Emmanuel Macron qui a réagi, il faut dire ce qu'a dit M. Chudeau. Il a donc dit qu'il ne pouvait pas y avoir de binationaux comme ministre. Il a cité Najat Vallaud-Belkacem, disait elle-même qu'elle était une sorte de passerelle, de pont entre le royaume du Maroc et la France. Elle le revendiquait comme une qualité. Je dis qu'il y a un problème de double loyauté. Il y a des gens qui peuvent être déchirés entre deux loyautés. Il faut interdire ça au sommet de l'État. On pourrait même imaginer qu'il soit infiltré des LR. C'est un naufrage, c'est un naufrage politique. Mais je suis d'accord avec vous, mais on pourrait imaginer qu'il soit infiltré par les LR pour, pourquoi pas, faire péricliter la candidature de Mme Le Pen. Ça fait longtemps qu'il prépare le programme éducation du parti dans le cadre des Horaces. Maintenant, ce qui est tout à fait ridicule, c'est qu'avec une telle logique, une députée européenne comme Malika Sorel ne pourrait pas être au ministère, alors qu'elle est l'incarnation de l'assimilation. Nous sommes d'accord, et c'est pas dans le programme du coup, ce qui est étonnant aussi, c'est que le président de la République soit monté au créneau là-dessus, ou pas d'ailleurs, et puis on écoutera également la réaction de Marine Le Pen tout de suite après. Tout d'abord, Emmanuel Macron. C'est infamant et ridicule. Mais c'est surtout infamant. Vous savez, il y a les articles de la Constitution, ils ont été rappelés acquis de droit. Il y a aussi notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. La France s'est construite par des grandes figures. Je rappelle que parmi les premiers, c'est de la République, il y eut des non-français qui ont fait notre République, notre amour de la liberté. Garibaldi en était et beaucoup d'autres. En arriver là, pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Dissolution. Il a dilution. Oui, mais le mot dissolution... Il ne faut pas exagérer non plus, dans le sens où moi je trouve que c'est absolument injuste et stupide de dire qu'un ministre ne peut pas avoir une double nationalité, mais sachez que dans beaucoup de pays du monde, la binationalité n'est pas autorisée, il faut le rappeler. En Autriche, en Ukraine, je crois d'ailleurs. Mais les pays du Maghreb. Comment ? Les pays du Maghreb ne reconnaissent pas. Voilà, non mais je veux dire, c'est pas, dire que c'est. Oui. Moi, je trouve que c'est injuste et stupide dans le contexte de la France, mais dire que c'est infamant, monter sur des grands chevaux, etc. Faut pas non plus. Regrettable, Eugénie, c'est aussi le procès d'intention fait à l'endroit de Najat Vallaud-Belkacem. Son bilan est suffisamment accablant pour qu'on n'ait pas besoin de ramener ses origines arabes. Et par ailleurs, l'idée qu'on aurait imposé l'arabe obligatoire en CP est factuellement fausse. Non mais je vous dis, Monsieur Chudeau, c'est une caricature. Je répète qu'il vient des Républicains. C'est un homme de haut niveau et que moi je suis toujours surpris quand des gens de haut niveau disent des bêtises pareilles. Je me dis mais qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Ils n'étaient pas de si haut niveau que ça, apparemment. Oui, alors en revanche, il a parlé de Garibaldi. Moi j'avais oublié effectivement est-ce que je l'ai su, je n'en sais rien. Député français. Oui, effectivement, il a fait l'unité italienne, mais c'est pour secourir les Français que Garibaldi remporte contre les Prussiens les victoires de Châtillon en novembre 1870 et de Dijon en janvier 1871. Et effectivement, d'ailleurs, il s'était attiré la réprimande de Giuseppe Mazzini, qui l'accuse d'avoir mis son épée et sa vie au service de la République française. Et il a été élu député français. Tout à fait, Garibaldi. Après avoir été en Argentine, c'était le héros des deux mondes. On l'appelait le héros des deux mondes. Exactement. Ouais. Donc le président de la République a cité Garibaldi. Et sur ce point, le président de la République avait évidemment 100% raison. Marine Le Pen, donc, a dû... Elle a fait une mise au point. Alors, elle ne peut pas le virer à 2 jours du scrutin, mais effectivement, ces jours sont sans doute comptés à ce monsieur Chudeau. Je suis un peu estomaqué que notre collègue Chudeau, qui est pourtant inspecteur d'académie, qui a été en cabinet ministériel auprès du Premier ministre François Fillon, puisse exprimer un avis qui est un avis qui lui est personnel, mais qui est totalement contraire en réalité au projet du Rassemblement national. L'amour que l'on a pour son pays, les sacrifices que l'on est prêt à faire pour lui ne dépendent pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir une double nationalité. Et parce que je considérais ça injuste à leur égard, parce qu'il y a énormément de patriotes fervents qui ont une double nationalité, j'ai souhaité renoncer à cette disposition.
Bon, la question lui a été posée également par Laurence. Est-ce que vous pouvez retirer la vestiture ? La réponse est impossible à 48 heures, puisqu'il se présente, je ne sais pas où il se présente d'ailleurs, monsieur. Ça lui rend service, cette affaire. Il se présente dans le Loir-et-Cher, je crois. Voilà, dans le Loir-et-Cher, dans la deuxième circonscription. Que dites-vous ? Je dis finalement, ça profite à Mme Le Pen, cet incident. C'est pas terrible quand même, parce que vous avez un député, si j'étais... Elle montre sa réaction. Oui, mais bon, ça veut dire aussi que les... Oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais elle, je montre qu'il y a des voix discordantes. En fait, ça accrédite toujours cette même idée qu'il puisse exister au Rassemblement national quelques éléments qui font preuve de xénophobie. Ça montre quand même une différence de culture politique au Rassemblement national. Quand un candidat tient des propos répréhensibles, on le condamne avec la sévérité la plus extrême et une lisibilité très évidente. Il ne sera pas ministre de l'Éducation nationale. À la France insoumise, quand on investit un triple fichet à Avignon, Mélenchon se réjouit, il dit que ce serait bien d'avoir un antifasciste à l'Assemblée nationale. Donc, bon, Monsieur Michaud, Monsieur Michaud, opinionné. Les sondages. Alors les sondages, parfois ils se trompent, parfois ils se trompent pas. Et manifestement, tous les sondeurs ont plutôt, la dernière fois, bien expertisé le vote des Français. Pour les européennes, oui. Il y avait assez peu de décalage entre les dernières intentions de vote et les résultats du vote. Alors là, il faut dire que les élections législatives, c'est l'élection la plus difficile à estimer. Parce que ce n'est pas une seule circonscription nationale comme les élections européennes, c'est 577 élections différentes, avec une campagne qui se fait dans un temps réduit. On doit faire en 3 semaines ce qu'on fait habituellement, ce qu'on prépare habituellement en 3 mois. Mais là, vous le voyez, hein, le rapport de force est quand même très net. On voit bien cette tripartition du champ politique. Le Rassemblement national qui est très largement en tête, 36-37%, c'est 2 fois plus que le score de 2022, il y a 2 ans à peine. Hein, il avait fait un petit peu plus de 18%. 8 points derrière, le Front populaire, 8 points derrière, donc un écart conséquent, sont les 2 forces qui sont en dynamique. Plus 4 points en l'espace de 2 semaines pour le Rassemblement national. Ça aussi, hein, c'est une vraie dynamique. Plus 3 points pour le Front populaire. Et là, on voit bien comment l'unité, l'union des différents partis qui constituent cette coalition électorale a de la performance au plan électoral, en tout cas dans les intentions de vote. Et puis en revanche, 8 points derrière également, la majorité présidentielle qui, elle, reste stable, 20%, plus de 5 points en dessous de son score de 2022 qui ne lui avait pas permis d'obtenir une majorité absolue. On a ces 3 forces donc de poids différents. Toutes les autres forces politiques n'existent quasiment pas. Reconquête, très faible, 1, 2%. Les Républicains, 7% à peine. La stratégie des Républicains n'est pas validée dans votre sondage, celle de vouloir faire cavalier seul. Est-ce que vous diriez que la dynamique RN et Front populaire est comparable ? C'est pas la même chose. La dynamique du Rassemblement national, elle a été impulsée par l'apport d'Éric Ciotti. Le sentiment que l'unité des droites était en train de se faire. Ça a lancé... C'est-à-dire que si tout LR était passé avec le Rassemblement national, ce serait encore plus dynamisant, si j'ose dire. Pour la gauche, pour le Front populaire, c'est le fait que cette union a été possible dans un temps record, alors même que les divisions qui préexistaient et qui existent encore, la rendaient strictement impossible aux yeux de la plupart des observateurs et des acteurs eux-mêmes. Donc là, il y a une sorte de surprise pour l'électorat, et on sait à quel point la dimension unitaire, c'est quelque chose à la fois de très symbolique à gauche, mais aussi de très efficace. C'est la NUPES qui a permis à la gauche de se maintenir dans l'Assemblée nationale, avec un score d'un peu plus de 25%. Aujourd'hui, ils ont 28%. Donc ça signifie que leur position à l'Assemblée devrait s'accroître de manière significative. Bon, certains diront que la droite a une nouvelle fois perdu, qu'elle est la plus bête du monde et qu'elle a perdu une nouvelle fois une occasion historique. Certains le diront. Mais qui ?
Il y a plein de gens que j'entends, des LR, oui, il y en a beaucoup qui le disent, ceux en tout cas qui sont allés avec Éric Ciotti. Ils font cavalier seul, mais sur un cheval, vous n'en avez qu'un, toujours. Oui. Un cavalier, hein. Il est dans son couloir, c'est-à-dire qu'il suit sa ligne politique, son histoire. Bien sûr, j'ai bien compris. Alors, il gagne, il perd, mais au moins... Certains diront quand même, d'ailleurs, vous allez tellement... être dilué. Mais bien sûr, au bout du couloir, il y a une cabine téléphonique. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une stratégie, pourquoi pas. C'est la stratégie d'avoir le moins de députés possible. Mais ça peut exister. Ça peut exister. Il est noble de ne pas vouloir retourner sa veste, mais si c'est pour se retrouver tout nu, ça peut de... Mais je dis, la droite républicaine fera ce qu'elle veut, ce qu'elle fait assez bien depuis 40 ans. Parfois, il vaut mieux trahir un parti que de trahir ses convictions. Restez évidemment avec nous. Simplement, je voudrais que Rudy Mana, qui est en ligne avec nous, je voulais faire un petit point sur Jean-Luc Mélenchon, et puis vous nous direz si finalement il y a eu un effet contre Mélenchon, qui ne semble pas pour le moment dans les sondages se mettre en place. Simplement, monsieur Rudy Mana, bonjour. Bonjour. Manifestement, vous êtes dans une voiture. Je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, parce que évidemment, ça peut surprendre de dire dans une manifestation les Français n'aiment pas la police ou la police tue. C'est pour rigoler. C'est ça. Ce qu'a dit monsieur Jean-Luc Mélenchon. C'est pour rigoler. Mais monsieur Jean-Luc Mélenchon est la figure tutélaire du Front Populaire. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout la figure tutélaire. Justement. Oui. Justement. Ça c'est la nouvelle petite musique que j'entends des gens de gauche qui disent non. On a signé avec la France Insoumise, mais il n'est pas du tout présent. Il ne nous représente pas du tout. C'est juste lui qui sera Premier ministre. Pas du tout. En fait, les mêmes, monsieur Vallini, qui disent qu'il ne sera pas Premier ministre, c'est les mêmes qui me disaient il y a 3 semaines que la NUPS ne se reformera pas. C'est exactement les mêmes. Vrai ou pas? Alors, concédez-moi, cher Pascal, que contrairement à Philippe Guibert ou Olivier d'Artigol, moi, je pensais que vous aviez raison quand vous disiez que la NUPES se reconstituerait. J'entends bien, mais de la même manière, je vous dis que si... En revanche, sur Mélenchon, je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est souvent les mêmes. En revanche, M. Mana va pouvoir réagir et je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui était sur M6. Hier, c'est sur ses paroles sur la police. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. On a le droit de rigoler, dit Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mana, est-ce que vous connaissez les propositions de Jean-Luc Mélenchon sur la police et notamment le fait de désarmer la police? Oui, bien sûr, je connais ces propositions, mais avant tout, Pascal, je voudrais dire que je trouve ça absolument ignoble, que c'est un manque de respect total vis-à-vis des policiers, notamment quand on parle des policiers morts. Ces policiers qui meurent pour la France, souvent, je rappelle que l'année dernière, il y en a 9 qui sont morts en service. Il y a 40 blessés tous les jours. Il y en a 12 par jour qui sont blessés suite à des violences commises à leur encontre. Et on a un mec, Mélenchon, qui, bon, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, mais là, je crois qu'il est allé trop loin, quoi. Alors, si lui, il a le droit de dire que c'est une blague, moi, j'ai le droit de dire qu'il me donne envie de vomir. Et en fait, il donne envie de vomir à tous les policiers qui entendent ça, parce que c'est un manque de respect total. En ce qui concerne ces propositions, bien sûr qu'on les connaît. Il veut dissoudre la Bravem, qui font un travail remarquable dans les manifestations, qui sont envahies d'antifa et qui dégradent la voie publique, qui massacrent les commerces de gens qui travaillent honnêtement. Il veut supprimer le LBD, comme ça les policiers, on jettera des barbes à papa à la tête des individus qui nous jettent des pavés et qui blessent les policiers. En fait, il veut donner aussi des récépissés de contrôle d'identité. On a suffisamment de problèmes. Lors des contrôles, aujourd'hui, il faudra en plus qu'on établisse un document pour dire on vous a contrôlé. Bon, enfin, on est à l'envers de ce qu'on doit faire. Encore une fois, il fait son beurre, excusez-moi de l'expression, sur les policiers en disant des choses absolument abjectes et ignobles à leur encontre. Et je vous assure que dans la police, quand on entend des propos comme ça, surtout quand on parle des morts, on devient dingue, quoi. Ça devient hallucinant. Monsieur Mana, je rappelle que vous êtes un représentant du syndicat Alliance, mais c'est intéressant ce que vous dites sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon qui sont épousées manifestement par le Front Populaire. Désarmer la police, c'est dans le programme du Front Populaire, visiblement.
Et ça semble ne pas faire ils débat. proposent de remettre en place ce qu'on appelle la police de proximité. Qui existait avec Lionel Jospin. Effectivement, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve frappant dans le programme du Nouveau Front Populaire, parce qu'on parle toujours de Jean-Luc Mélenchon, mais derrière, il y a un programme qui me semble lui aussi très problématique. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui est problématique dans le Nouveau Front Populaire. Et ce programme, effectivement, c'est une forme de désarmement face à l'immigration, face au terrorisme, face à l'insécurité. Il n'y a rien, en fait. Beaucoup de gauches en Europe ont pris un tournant réaliste sur les questions régaliennes et sécuritaires. Le Nouveau Front Populaire ne le fait pas. Alors, restons sur la police pour terminer avec Rudy Mana. Que feraient vos collègues si Jean-Luc Mélenchon devenait le Premier ministre, comme il est souvent cité comme la force la plus importante, et on pourrait imaginer que le Premier ministre sorte des rangs de la France insoumise, même si aujourd'hui tous les leaders disent le contraire, mais il disait aussi qu'ils ne se remettraient pas avec la NUPES et ils ont fait le Front Populaire. Vous savez, Pascal, j'étais en déplacement justement, moi, près de Montpellier, et j'ai discuté avec beaucoup de policiers montpelliérains hier, et j'ai posé cette question. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si on a un Premier ministre comme Mélenchon qui, à longueur d'année, dit des choses abominables sur les policiers. Ben, vous savez, je vous assure que, et ça touche parce que les policiers, c'est des policiers républicains, et ben, ils me disent on continuera à faire le job. Il est évident qu'on ne pourra plus le faire de la même manière parce qu'on sait que de facto, autant avec Gérald Darmanin, de facto, il était de notre côté. Là, on sait que de facto, ils seront contre nous. Donc il est évident qu'on prendra beaucoup moins de risques, qu'on le fera de manière totalement différente. Mais vous savez, nous, quand on rentre à la police, on est là pour être des gardiens de la paix. Et on est là pour le peuple de France. On n'est pas là pour travailler pour un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur. On est là pour protéger nos concitoyens. On continuera à être des policiers républicains. On continuera à protéger nos concitoyens. Mais il est évident que si on a un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre qui dit des choses absolument abominables contre nous, ben, ça va être compliqué de faire notre travail aussi sereinement. Merci beaucoup Rudy Mana. C'est l'occasion une nouvelle fois, comme je le fais régulièrement, de saluer à travers votre présence le travail des policiers sur le terrain qui font un travail extrêmement difficile au service des Français, qui sont souvent malmenés, insultés, et qu'il faut aller sur le terrain. Vous savez, je parle avec beaucoup de policiers qui disent sur le terrain aujourd'hui, c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer. Voilà. Et qu'effectivement, ils en ont marre et ça demande beaucoup de courage pour aller sur ce terrain. Merci Rudy Mana. Nous sommes ce matin avec Dimitri Pavlenko sur Europe 1, puisque l'actualité est plus forte que la culture, l'actualité politique, et exceptionnellement notre ami Thomas Hill a pris son vendredi, si j'ose dire, et c'est vous qui allez prolonger la session matinale sur l'antenne d'Europe 1. Mais le fauteuil était vide. Mais oui, c'est ça. Donc je suis resté, Pascal, et effectivement, on fait la passation de pouvoir ce matin à 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Il y a plein de choses à raconter, y compris sur ce dernier jour. Et c'est toujours un passage éclair, cher Dimitri.